merci beaucoup de faire cette entrevue-là avec moi aujourd'hui, de m'accorder du temps dans ton horaire super chargé pour jaser d'un sujet qui me tient pas mal à cœur puis qui m'interpelle surtout beaucoup, c'est-à-dire l'épuisement professionnel qu'on appelle le burn-out. Oui. Moi, je suis enseignante, c'est dans le milieu dans lequel je travaille, il y a beaucoup, beaucoup d'épuisement professionnel ces dernières années. Puis même moi, l'an passé, c'est quelque chose qui a commencé à s'insinuer dans ma vie. Puis, c'est ça, j'ai commencé à me questionner beaucoup. Je me demandais pourquoi ça arrive, cette affaire-là, qu'est-ce qui fait que les gens doivent arrêter de travailler, qu'ils sont plus capables d'aller travailler, parce que quand Oui. on est rendu là, c'est vraiment ça qui nous arrive. Donc, et puis là, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et que, oups, j'ai vu des choses sur Karine, j'ai rencontré Karine. Et quand j'ai vu le titre du premier livre que tu as publié, Un burn-out en cadeau, là, j'ai fait OK. Wow! Wow! Tu sais, un cadeau, un burn-out, il n'y a pas grand monde qui considère ça comme un cadeau. Puis, ben, c'est ça, ça m'a beaucoup interpellée. Puis là, je me suis dit que j'étais certainement pas toute seule à vivre ça, puis que je voulais, tu sais, faire quelque chose pour pouvoir aider d'autres enseignants ou d'autres personnes qui travaillent dans le milieu de l'éducation, qui se sentent comme moi, je me suis sentie l'an passé. Et voilà, j'ai décidé de faire des choses pour eux. Puis, dans ce que je veux offrir, ben, j'ai une partie qui concerne le burn-out. Donc, je voulais parler de ça avec toi parce que, Karine, toi, tu n'es pas juste Karine Drouin, tu es une maman, tu Oui. es une épouse, tu es une coach, une conférencière, une auteure aussi, en plus d'être psychologue, tu sais, fait que ça fait un bon bagage. Puis, ben, le thème de ton premier livre, Un burn-out en cadeau, c'est parce que tu l'as vécu toi-même. Oui, exactement. Et c'est fou, mais de l'avoir vécu nous-mêmes, c'est là où je me suis permise, en fait, justement, d'écrire le livre. On Mhm. dirait que quand j'avais le bagage académique, si on peut dire, pour pouvoir écrire le livre, j'avais l'impression que c'était pas suffisant. Et même quand j'ai commencé à travailler dans le domaine en santé mentale et tout ça, puis que j'ai accompagné des gens pendant des années, Mhm. je sentais pas que j'avais encore le bagage suffisant pour l'écrire. C'est ça. Et au moment où je l'ai vécu, j'ai fait OK, là, là, je touche quelque chose. Là, j'ai enfin le bagage dans les livres, le bagage de l'expérience aussi avec les clients, mais j'ai aussi le bagage d'avoir été en plein cœur de la tempête. Et c'est là où, en fait, j'ai eu envie d'écrire le livre parce que Mhm. là, j'avais l'impression que je savais réellement de quoi je parlais et que je pouvais comprendre aussi la prochaine fois qu'un client allait me parler de burn-out ou de symptômes ou peu importe, je n'allais pas lui répondre seulement d'un point de vue académique ou d'un point de vue de ce que j'avais lu dans les livres, C'est mais ça. bien aussi de comment je m'étais sentie. Donc, je trouvais que ça ajoutait quelque chose. Voilà. Ben, en plus, dans le fond, de connaître, tu as su c'était quoi parce que tu l'as Oui. vécu. Donc, là, tu sais, Oui. de l'intérieur, si on peut dire, hein, là, tu es vraiment bien placé pour en parler. Mais d'après toi, qu'est-ce qui fait que le burn-out se présente dans la vie des gens? Ouais. En fait, il y a plusieurs choses que j'ai découvert, c'est que moi, j'entendais beaucoup les gens dire ah mon Dieu, quand les gens sont fatigués comme ça, est-ce que c'est de la paresse? Ouais. Est-ce que c'est de la lâcheté? Puis ça, je l'ai entendu pas seulement une fois. Là. Puis si je le mentionne en entrevue, c'est parce que mon Dieu, que j'entendais souvent ça et que ça faisait partie comme des mythes. Puis Ouais. en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est souvent l'inverse. Les gens qui vont croiser la route du burn-out, c'est souvent des gens qui vont être des perfectionnistes. C'est souvent des gens qui vont travailler des nombreuses heures. C'est souvent des gens qui vont avoir le souci du travail très, très bien rendu, de vouloir que ça soit complet, qui vont beaucoup se donner. Donc ça, j'ai quand même pu expérimenter ça. Puis, à quelque part, ça me faisait du bien parce que ça venait faire tomber plein de mythes puis je pouvais enfin dire aux gens, hey, tu sais, on pense à tort que Ouais. ce sont justement des gens qui vont abandonner, mais ce sont des gens qui bien souvent ont tenu trop longtemps, qui Ouais. justement ont repoussé leurs limites, même au-delà de ce à quoi ils étaient capables. Donc, Mhm. il y a beaucoup de travail encore, même si on se dit, mais là, on est dans les années 2000 et tout ça. Je peux vous assurer qu'il y a énormément encore de travail à faire, de connaissances, réellement ce que c'est le burn-out.
Mhm. Mais tu sais, quand tu parles de repousser les limites, les gens ont repoussé leurs limites. Est-ce qu'il n'y a pas un peu là-dedans de, de, de manque d'écoute de soi aussi? Absolument. Absolument. Euh, Puis, tu sais, je veux pas excuser, mais la société et le rythme fou auquel les gens sont soumis va souvent faire en sorte que les gens embarquent un peu dans la fameuse routine métro, boulot, dodo et que là, c'est une roue qui tourne de façon, écoute, tellement rapide que les gens oublient de s'arrêter simplement pour se demander comment je vais. Dans les dernières semaines, est-ce que je me suis Mhm. sentie fatiguée? Est-ce que ça va un peu moins bien que d'habitude? Et là, le jour où ils se rendent compte que ça ne va pas, c'est vraiment le jour où on a le nez dans le mur et qu'on se dit, Ouais, mais comment j'ai fait pour me rendre là? voilà. Ben, dans le fond, ça revient à dire un peu un manque d'écoute de soi parce que si on est Oui, honnête envers nous-mêmes, quand on finit notre journée, moi, je me souviens comment je me sentais l'an passé, même pendant ma journée de travail, je me disais, My God, qu'est-ce que je fais ici? My God, je suis donc bien fatiguée. Puis c'est de porter attention aux ressentis qu'on a plutôt que faire non, non, ça va se passer, demain je vais être mieux, demain est un autre jour, oui, mais le ressenti qu'on a, faut y porter une grande attention parce qu'il nous parle beaucoup. absolument. Puis, je suis tellement d'accord quand tu nommes ça et les gens vont souvent être beaucoup dans le déni. Puis ce que Oui, c'est j'entends, ça. ton exemple, c'est vraiment ça. C'est comme, ah, OK, ben là, demain, ça va aller mieux. Bon, c'est pas Mm, si pire que ça. Demain est un mhm, autre jour. Tu sais, on entend souvent ça où il ouais, faut se botter le derrière, où je vais être ouais, capable de passer au travers. mhm, Mais à quelque part, ça, c'est pas d'être en train de s'écouter puis de se dire, OK, mais pourquoi je me sens fatiguée comme ça? Est-ce que mhm, j'aurais besoin de plus de sommeil? Est-ce que j'ai besoin de quelques jours de congé? Est-ce que j'ai besoin de complètement décrocher ce week-end puis de dire, OK, là, ce week-end, je ne travaille pas. S'il faut, voilà. je me mets des menottes, mais je laisse mes trucs dans mon sac et je ne travaille pas, je ne corrige pas ou peu importe. Donc, c'est vraiment à un moment donné de dire, oui, je dois m'écouter. Et Mhm, si je ne m'écoute pas, en fait, ce qui arrive avec le temps, c'est de se dire, je ne fais que m'enfoncer dans la situation et le fait de se mhm. rétablir va être encore plus long. Plus long. Voilà, voilà. Mais là, on parle de bon manquer de sommeil, se rétablir, etc. J'aimerais ça qu'on parle un peu des symptômes annonciateurs, justement, tu sais, par rapport à Ouais. qu'est-ce qui peut nous enligner? Parce que des fois, on peut juste penser qu'on est fatigué, on peut Ouais. juste penser que, bon, ben, tu sais, j'ai eu de la misère avec, c'est un élève qui me tire plus de jus, mais pas penser tout de suite qu'on s'enligne là-dedans. Donc, c'est quoi les symptômes précurseurs que pour qu'on commence vraiment à se dire, ah, attends un peu, là, là, il se passe ça, il se passe ça. Peut-être que je devrais. Ouais. euh, Ben, autant on peut remarquer la fatigue, mais on peut aussi commencer à remarquer des difficultés de sommeil. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à s'endormir et là, pourtant, ils vont dire, mais je suis tellement fatiguée, ouais, je ouais, oui, comprends pas que je puisse avoir de la difficulté à m'endormir. c'est ça. Ça se peut pas, Karine. Donc, Oui, oui. oui, on peut effectivement commencer à remarquer ça. Ça peut aussi être au niveau de l'appétit. Il y a des gens qui vont voir des changements autant où ils vont manger leurs émotions, donc il va y avoir une augmentation de l'appétit. Autant où Mhm, les gens vont dire, ben vois-tu, moi j'ai moins d'appétit parce que bon, je file pas tellement, donc ils vont pouvoir remarquer ça aussi. Il y a parfois la perte d'intérêt, de dire, mon Dieu, ouais, avant ça me tentait tellement de rentrer le matin au boulot, ouais. ça me tentait tellement d'être là. Et là, d'avoir l'impression qu'on ne trouve plus nécessairement le sens, que Ouais. pourquoi on va là? Pourquoi on est là? C'est ça, ouais. À quoi ça va me servir aujourd'hui d'être là justement alors que je me sens si fatiguée Ouais. puis que je ressens que je devrais être en train de me reposer. C'est drôle que tu m'amènes là-dessus parce qu'à quelque part dans le livre, je décris que moi, mon signe officiel où j'ai arrêté d'être dans le déni, c'est quand je m'en allais au travail le matin. Puis mon travail, il faut se figurer qu'ici, c'est vraiment une toute petite ville. Je suis à peu près à 1 kilomètre de mon travail en voiture en ligne droite. Donc, je sais où est mon travail. C'est pas C'est loin. pas, pas une surprise pour personne. Je prenais ma voiture, je fais juste reculer de ma cour et je me rendais à mon travail, je tourne. Donc, c'est somme toute assez simple. J'y allais depuis pratiquement 10 ans. Et un matin, je me rends compte, je suis au volant de ma voiture, je suis en route pour m'en aller au travail. Et quand je réalise, je suis passée devant mon travail. Je l'ai Pas ça. dépassé, je suis rendue plus loin et je OK. continue de rouler sur la route et je fais wow, Ouais, là, OK. Là, écoute, il y a de quoi qui ne fait pas, là, je veux dire. ouais.
je veux pas m'y résoudre, je veux pas écouter, mais là, à un moment donné, force est d'admettre que je veux absolument pas rentrer là. Force est d'admettre que là, je suis comme tellement plus capable d'y aller, puis je suis tellement sur le pilote automatique pour m'y C'est rendre, ça. qu'à un moment donné, tu viens de passer complètement devant et tu continues ta route, tu fais où? OK, Là, il y avait un message, là. Hein? Ça mérite qu'on s'assoie, puis ça mérite qu'on se regarde le nombril, puis on arrête d'être dans le non-écoute et qu'on se dise, il faut qu'on se parle. C'est là où on fait un meeting avec nous-mêmes, qui devient assez nécessaire. Un meeting avec nous-mêmes, une feuille, un crayon, puis on prend des notes sur ce qui se passe. Parce que justement, c'est ça, quand on arrive à cette étape-là, puis qu'on fait, OK, wow, là, je suis rendu là. Qu'est-ce qu'on doit faire, là? Ah oui, puis je pense qu'il faut y aller dans la plus grande honnêteté du monde, la plus grande transparence. Et là, il faut dire, OK, là, je dois arrêter d'essayer de camoufler ou d'essayer de cacher le fait que ça va plus ou moins. Et là, je dois vraiment me dire les vraies choses et aller chercher de l'aide aux besoins parce que la réalité, c'est que souvent, moi, je me disais, mais mon Dieu, je ne peux pas partir comme ça. Il y avait une pénurie de personnel, il y avait des clients écoute, qui attendaient sur une liste d'attente et tout et tout. Et là, on se dit, mais je ne peux pas partir parce qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Mais la réalité, c'est que toi, en ce moment, tu as besoin de toi. Oui. Voilà. Et puis là, tu as une décision à prendre, là. Parce que je regarde dans le milieu de l'enseignement, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile pour les enseignants parce qu'il manque d'enseignants. Donc, quand on n'est pas là, quand on doit s'absenter, si on est malade le matin, on se dit mais non, je ne peux pas y aller parce que s'il n'y a personne pour me remplacer, mais c'est mes collègues en période libre qui ont des réunions, qui ont des corrections à faire, qui ont des photocopies à faire, qui ont des parents à appeler, qui doivent aller dans ma classe prendre ma place. Et quand il n'y a pas de remplaçant, ben c'est 4 ou 5, dépendamment de où on travaille, collègues de travail qui se relaient dans ta classe toute la journée. Imagine, ça fait 4-5 personnes différentes pour les enfants. Donc, c'est quelque chose. Là. Donc, le sentiment de culpabilité embarque. Puis là, on se dit, ben ça n'a pas de bon sens, je ne peux pas y aller. Mes collègues, les enfants, tu sais. Fait que, ben on va travailler pareil. Fait que là, on met une couche de plus, tu sais. Fait que là, ça fait qu'il y a des collègues qui viennent travailler puis qui pleurent. Ils rentrent à l'école en pleurant. Comme tu disais tout à l'heure, ils n'ont pas dormi de la nuit, mais sont là pareil, avec un sourire d'en face parce qu'il ne faut pas que ça paraisse, que les enfants se rendent compte que je ne vais pas bien. Donc, tu sais, c'est comme tu dis, là, à un moment donné, il faut arrêter de penser que les autres ont besoin de moi et que moi, j'ai besoin de moi. Effectivement. Puis, à un moment donné, à force de ne pas s'écouter, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on frappe le mur, puis on frappe le mur de façon tellement violente. Et là, on se dit, je n'avais pas vu venir, mais en fait, c'est pas vrai. Oui, quand on l'avait vu venir. Mais on n'aimait pas tant que ça le fait de voir venir. Non, puis on essayait de camoufler le fait qu'on a vu venir parce que, bon, c'est pas glorieux, c'est pas le fun, c'est pas quelque chose dont on se vante. Donc, souvent, les gens vont préférer dire, ben, je l'avais pas vu venir. Mais en réalité, on l'avait quand même vu venir, mais on essayait de camoufler au fur et à mesure en se disant que ça allait passer. C'est ça l'histoire. Et tu sais, qui dit je ne l'ai pas vu venir pendant longtemps, dit temps de réhabilitation qui va être assez long, merci. Oui, c'est ça. Il faut commencer à quand on commence à avoir un ressenti, il faut s'arrêter puis tout de suite, là, s'interroger où je m'en vais là. Okay? Là, il y a quelque chose, je me sens pas bien, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne suis pas alignée là. Donc, c'est là qu'il faut tout de suite s'arrêter puis agir en conséquence. Tellement. Mais là, je reviens sur le titre de ton livre parce que là, je t'écoute parler puis ça me fait penser à ça. Puis bon, j'ai ton livre ici qui s'appelle Le burn-out en cadeau. Moi, le cadeau, il m'a vraiment. Comment ça se fait qu'un burn-out, ça puisse être un cadeau dans la vie de quelqu'un? Oui. Je te dirais qu'au jour 1, j'appelais pas ça comme ça. C'est juste pour clarifier que les gens qui vont être à l'écoute et qui vont faire What? C'est ça, j'ai fait moi. What? Un cadeau? Pas sûr de comprendre, là. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'au jour 1, j'étais plus sur mon divan en train de pleurer dans ma doudou en pyjama puis de me dire mon Dieu, ça va pas bien, puis je suis fatiguée, puis pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Par contre, là où c'est un cadeau, c'est parce que j'ai tellement appris sur moi. Ça m'a tellement appris de choses. Ça m'a tellement amené à me questionner, à m'écouter, à me comprendre, à voir comment ma machine fonctionnait. Tu sais, à se dire, tout le monde n'arrête pas de dire le corps, c'est une belle machine, wow! Encore faut-il l'écouter. Encore faut-il en prendre soin. Encore faut-il savoir comment ça fonctionne. Tu comprends?
Donc, moi, le cadeau, c'est vraiment comme le après. C'est le après-tempête de dire, moi, ça a transformé complètement ma vie. De maintenant savoir quels sont mes petits signes précurseurs. Parce qu'il ne faut pas se dire qu'une fois qu'on l'a résolu puis qu'on a appris des affaires, on ne va plus jamais le vivre ou on ne sera plus jamais à risque. La réalité, c'est que c'est pas ça. Mais par contre, si tu as appris quelles sont les petites bougies d'allumage qui vont s'allumer au début, puis que tu es assez brillant pour te dire, OK, ben moi, ça, quand ça va allumer, puis que ça va dire check engine, ben, je vais m'asseoir, puis je vais dire, OK, je vais prendre le temps de regarder. Oui, effectivement. Donc, oui, ça a transformé ma vie parce que maintenant, à la minute où je suis fatiguée un peu, je me pose la question, Karine, est-ce que tu as bien dormi cette semaine? Est-ce que tu as eu suffisamment de sommeil? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as pris du temps pour mettre le bout du nez dehors? Est-ce que tu es allé t'entraîner même si tu es occupé? Et si la réponse à ces questions-là, c'est non, ben je m'excuse, mais je laisse mes trucs de côté puis je m'en vais prendre soin de ma machine parce que je sais que ma machine peut s'épuiser. Je sais qu'elle a ses limites, ma machine, puis que c'est mon rôle à moi, en fait, de faire comme l'entretien, comme quand on va au garage avec notre voiture, puis qu'on fait faire le changement d'huile, qu'on se fait mettre des pneus pour l'hiver ou peu importe ce qu'on fait faire. Mais pourquoi on ne prend pas le temps pour nous? Tu sais, on a juste une voiture, nous. Là. On ne va pas changer 66 fois au cours d'une vie. Là. Non, non, c'est ça. Il faut vraiment bien l'entretenir parce que c'est la seule qu'on a. Hein? Exact, exact. Donc, je pense qu'il faut connaître, apprendre à connaître ces signes-là qui vont être différents pour monsieur, madame, tout le monde. Il y en a qui me disent, ben moi, j'ai pas beaucoup de capacité. Mais si tu sais qu'en partant, tu n'as pas de grande capacité, tu te dois d'être encore plus à l'affût. Tu te dois de prendre soin encore plus et de respecter ça. Chacun a son rythme. Et c'est pas négatif ou positif d'avoir plus ou moins de capacité ou plus ou moins d'endurance. C'est juste de se connaître. Et à partir du moment où tu te connais, je pense que tu ouvres toutes les portes, en fait, dans ta vie. C'est ça. Puis se connaître et être capable de respecter justement ses capacités. Qu'on considère qu'on en ait beaucoup, qu'on considère qu'on en ait moins. L'important, c'est d'être capable de les respecter, de toujours se sentir bien dans ce qu'on fait. Parce que au moment où tu ne te sens pas bien dans ce que tu fais, automatiquement, je pense qu'on devrait s'arrêter puis se questionner. Pourquoi je ne me sens pas bien? Qu'est-ce qui se passe là? Okay? Il y a quelque chose. Est-ce que c'est juste temporaire ou bien non, c'est quelque chose qui peut être à long terme? Il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter puis de se questionner. Et après ça, de faire les changements en conséquence parce que si on reste dans cet état-là, c'est sûr qu'on va frapper le mur. Mais là, tu apportes quelque chose de tellement précieux, puissant, important dans le sens où c'est beau de se connaître, c'est beau de savoir, c'est beau de mettre le doigt sur plein de trucs, mais encore faut-il après dire je vais continuer de mettre en application et de pratiquer. Parce que la réalité, c'est que si je ne mettais pas en application et que je ne pratiquerais pas actuellement, ben, je serais encore à risque de m'en retourner exactement au même endroit, à la même place, puis de revivre en fait un burn-out. Voilà. Donc, je pense que c'est important à ce moment-là de se mettre des rappels fréquents dans nos vies. Je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais des fois, je fais des lectures, puis j'adore les lectures, puis je me dis, quand j'arrive vers la fin de mon livre, je me dis, oh mon Dieu, ça veut d'être fini, ça veut d'être fini, puis je veux pas le finir parce que j'apprends tellement des belles affaires dedans, puis pendant que je le lis, je mets en pratique tout ça. Et là, je me dis, quand il va arrêter, je vais retomber dans mon métro, boulot, dodo, puis là, je vais oublier ça. Donc, bon, c'est ça. Alors, je me dis, tu sais, quand tu vis un burn-out, là, tu mets en place des choses, puis là, ça va bien. Mais après, quand tu reprends ton beat pour justement pas tomber dans l'oubli, comme quand on a terminé un livre, ben je pense que c'est important de se mettre, tu sais, un peu partout des petites lumières, tu sais, pour nous ramener, nous faire penser à ne pas oublier telle chose. Par exemple, moi, c'est le dessus de mon agenda à l'école qui a plein de messages. Donc, à chaque jour, je les vois, mes messages, puis je les relis parce que ça me fait penser, ah oui, c'est ça, OK, Geneviève. J'essaie d'en faire aussi dans la salle des profs. J'écris des petites pensées sur le mur de la salle des profs, faire réfléchir les gens, tu sais. Hier, ma pensée, c'était, où es-tu? Ici. Quelle heure est-il? Maintenant, du guerrier pacifique. Donc, tu sais, j'essaie de faire ma part d'une certaine façon. Je pense que c'est important de se mettre des petits rappels un peu partout pour pas tomber dans l'oubli puis retomber. Moi, j'ai une cliente, pour faire du pouce sur ton idée, qui me dit que
dans le livre Un burn-out en cadeau, en fait, c'est 21 clés. Puis à la fin des chapitres, ce sont tous des exercices. Et on s'entend qu'avec le temps, les réponses qu'on va donner à un exercice, ben ça va évoluer. Parce que, bon, dans 6 mois, dans 1 an, on est ailleurs. Puis elle, sa stratégie à elle, c'est de toujours conserver le livre sur sa table de chevet. Puis à chaque mois, elle se concentre sur une des clés. Une page, OK. Donc, plutôt que de se dire, OK, je vais le laisser après, puis je vais comme jamais y revenir, elle se concentre sur une clé, elle relit le chapitre, elle refait l'exercice, et là, les pensées de son mois tournent autour de ce thème-là, ce chapitre-là. Puis en fait, après, je me suis dit, waouh, j'ai comme partagé cette stratégie-là au plus de gens possible, parce que justement, plutôt que de laisser le livre de côté et de se dire, bon, ben là, il est lu, on passe à une autre étape. En fait, il faudrait toujours rester à l'étape de prendre soin de nous, de se connaître davantage, d'arrêter le temps. Puis, à un moment donné, j'avais entendu justement des gens dire, ben moi, j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de faire du yoga ou j'ai pas le temps de méditer. Puis moi, c'est toujours dans les périodes où je suis le plus occupée que je me discipline à en faire encore plus, parce que je sais que j'en ai encore plus besoin. Voilà. Mais je pense qu'il faut l'insérer dans notre horaire. Ah oui, tout de suite. Il faut le mettre dans notre horaire parce que c'est sûr que si on n'insère pas ça dans notre horaire puis on ne part pas le matin en se levant avec l'idée que aujourd'hui je prends tant de temps pour faire quelque chose pour moi ou aujourd'hui je prends tant de temps pour m'entraîner, on ne le fera pas. Il va toujours avoir quelque chose d'autre qui va surgir pour que ça s'arrête pas. On va dire qu'on a manqué de temps, là. C'est comme rien. Finalement, j'ai manqué de temps, j'ai pas je suis trop fatiguée, ça me tente plus. Il faut vraiment comme placer l'intention, il faut placer l'énergie, il faut le planifier, il faut qu'il soit là. Au même titre que quand on a rendez-vous chez le médecin, on s'empresse de l'écrire à notre agenda, puis on ne va pas le manquer, ce rendez-vous-là, il est précieux, on y fait une place précieuse, on va le surligner dans notre agenda, on fait ça qui est en évidence. C'est ça, pour y penser. Je me dis comment ça se fait que quand vient le temps de prendre rendez-vous avec nous-mêmes, qu'on est quand même supposé être la personne la plus importante de notre vie, souvent, c'est même pas écrit, ça apparaît nulle part, puis là, à la fin de la journée, on fait, mais j'ai tout fait, sauf ce que j'aurais dû faire qui était le plus important. Donc, il faut peut-être justement changer de mindset, de venir travailler justement cette façon-là qu'on a de mettre de côté aussitôt qu'il s'agit de nous par rapport à nous. Ça devrait occuper une place vraiment importante. Oui. Bien, je pense que c'est quelque chose qui, dans la société dans laquelle on vit, on est tellement omnubilé par toutes sortes de choses. Je pense que c'est d'autant plus très, très, très important de s'arrêter pour faire ça. Prendre soin de nous pour s'aimer. Hein? Tu as raison, il y a tellement de distractions que les gens ils perdent. C'est pas facile de faire ça. C'est vraiment pas facile. Moi, quand mon père il me dit prends soin de toi, prends du temps pour prendre soin de toi, aime-toi. Mais comment on fait ça? C'est quoi ça, s'aimer? Non, puis c'est vrai, puis tu as raison, puis dans le sens où souvent on culpabilise parce qu'on le fait pas tant. Mais après, moi, je réalisais avec des clients, avec le recul, que quand on va à l'école, on se fait enseigner en fait le français, les mathématiques, l'anglais, un paquet de trucs. Mais il n'y a personne qui nous prend par la main et qui nous dit « Hey, sais-tu, je vais te donner le cours du bonheur 101. Comment prendre soin de toi? Comment t'aimer quand tu seras un adulte? Et comment faire de la place à ton agenda quand viendra le temps d'aller t'entraîner? » Voilà. Mais je te rassure, je te rassure, Karine, il y a de plus en plus d'enseignants qui prennent un petit peu de temps pour faire ça, que ce soit 1 heure par semaine, 5 minutes par jour, mais il y a de plus en plus d'enseignants qui commencent à se rendre compte de l'importance des émotions, des sentiments, de l'importance de s'arrêter, de prendre soin de soi, de calmer le petit hamster ici qui roule continuellement. Là. Donc, il y a de plus en plus d'enseignants qui commencent à intégrer ça dans leur routine. Puis on les salue d'ailleurs. Merci à ces enseignants. Non, mais c'est vrai, merci à ces enseignants-là qui prennent le temps parce qu'ils sont en train de semer dans la tête des tout-petits et c'est tellement précieux à cet âge-là que quand tu vas grandir, il faut que tu continues de t'amuser, il faut que tu continues à prendre plaisir dans ta vie, il faut que tu continues d'aller courir comme on le fait par exemple dans une récréation. Mais nous, les adultes, on oublie qu'on a le droit à des récréations dans une journée. C'est un peu grave. C'est vrai, hein? C'est vrai, quand on compare ça avec la vie des enfants, c'est ça. Ce qui est le fun d'être enseignant, c'est qu'on peut toujours garder notre cœur d'enfant parce qu'on est toujours avec des enfants. Puis ça, c'est super important. Hein? De voir la vie avec les yeux d'un enfant, là, ça dédramatise bien des affaires. Hein? C'est inspirant, en fait. Oui, puis quand on est un adulte, on oublie ça souvent. On est comme notre petit enfant intérieur, il est comme endormi ou caché. C'est important de le déterrer un peu, là, puis de le laisser s'exprimer. Oui.
Puis de laisser prendre place, en fait, parce que bon, qui a dit qu'on devait de toute façon toujours se prendre au sérieux? Qui a dit que parce que le sujet était sérieux, qu'on ne pouvait pas amener notre petite touche de folie ou notre petite touche de bonheur là-dedans? Les enfants le font avec tout, ils ont cette capacité-là de dédramatiser automatiquement, même les termes les plus sérieux. Ils vont dire une expression, ils vont dire quelque chose, puis on fait « Ah mon Dieu, il n'a pas dit ça à ce moment-là. » Oui. C'est ça. Oui. Oui. Donc, nous, on oublie un peu souvent les adultes, puis j'en parle à un moment donné dans le livre, justement, avec tous les masques, avec tout le fait qui est de ne pas être authentique. Ça aussi, c'est énormément une grosse problématique quand on parle de gens qui s'épuisent. Les statistiques ont quand même prouvé que quand on n'est pas nous-mêmes, quand on n'est pas authentique ou qu'on essaie d'être autre chose, ça nous gruge 40 à 60% de plus d'énergie. On veut pas ça. Non, on veut pas ça. Mais tu sais, Karine, des fois, il y a des gens qui savent pas qu'est-ce que ça veut dire être authentique. Ça me fait penser, à l'école, on enseigne des stratégies de personnalité aux enfants. Puis il y en a une qui s'appelle la plante verte. Tu sais, on dit aux enfants, là, tu es en train de faire la plante verte parce qu'ils font ce que les autres font. Ils sont pas capables d'être eux-mêmes, d'être authentiques. Puis il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'est-ce que ça veut dire être authentique, ils se connaissent tellement pas qu'ils vont dire ce que les autres disent, vont faire ce que les autres font, parce qu'ils savent pas comment aller savoir pour eux c'est quoi qui est important, c'est quoi qu'ils aiment, c'est quoi qui leur fait du bien. Puis en fait, d'où l'importance, quand je disais tantôt que ça pouvait sembler drôle, mais le fameux meeting avec nous-mêmes qu'on a tendance à oublier ou à mettre de côté, ben en fait, c'est de cette façon-là qu'on va mieux se connaître. Puis c'est de cette façon-là qu'on va réaliser que même si on n'est pas pareil comme les autres, même si on ne pense pas exactement ce qu'ils vont penser, ou même si on ne dit pas exactement les mêmes mots, mais c'est ça, en fait, qui est beau. C'est ça, en fait. On ne peut pas tous être identiques et on ne peut pas penser tous la même affaire. Et pensez comment les discussions seraient d'un plat incroyable. On n'aurait même pas envie de se parler. On se dirait, ben, je sais déjà ce qu'il va dire. On pense la même chose. Exactement. On est pareil. On est pareil sur tous les points. Puis même dans les relations, tu sais, je veux dire que ce soit une relation de couple, que ce soit une relation d'amitié, c'est comme normal qu'on ne soit pas toujours sur la même longueur d'onde. Puis c'est ça qui est beau parce que là, on va dire, ben moi, je pense ça parce que, moi, je pense ça parce que. Et là, tous les deux, on va évoluer chacun de notre côté, de notre façon de penser, puis on va faire miroiter des trucs à l'autre que l'autre n'avait pas nécessairement vu. Et moi, j'appelle ça l'évolution. Je trouve que c'est magnifique et c'est franchement beau. Donc, nos couleurs, c'est vraiment important de les affirmer, nos couleurs, puis d'être capable de les démontrer. Puis ça témoigne aussi de l'estime de soi. En fait, je pense que c'est important à un moment donné de dire, ben, j'ai assez d'estime de moi pour être capable de dire que moi, je ne pense pas nécessairement ça et d'expliquer le pourquoi. Pourquoi je pense ça comme ça. Donc. Être capable de le dire aussi, c'est ça, d'expliquer notre point de vue puis notre ressenti. Ça, c'est important aussi. Ça m'amène en fait à un autre chapitre du livre qui est le fait d'apprendre à dire non. Bien, souvent, les gens qui vont se retrouver en burn-out, my God, qui disent oui, 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 oui à tout, oui à tout le monde, mais jamais oui à eux. C'est difficile, hein, ça, c'est de dire non, là, c'est une étape tellement difficile. Les gens ressentent de la culpabilité, mais ils pensent pas ils pensent juste à faire plaisir aux autres, mais ils pensent pas à eux, comment ils vont se sentir après. Puis là, après, ce que ça fait, c'est que ça amène un ressenti de colère et de mal-être, parce que dans le fond, ils n'ont pas le goût de faire ça, là. Oui, les gens sont frustrés. Les clients, ce qu'ils me rapportaient, c'est « Je suis assez frustrée, là. En fin de semaine, je suis allée déménager le beau-frère, là. Puis là, après ça, là, je me suis ramassée qu'il fallait que j'aille aider le chum de gars, là. Puis là, il n'était pas prêt, puis il n'avait pas fait ses affaires. Puis là, les gens sont toujours dans de la frustration. Voilà. Puis en fait, ça amène... La première personne avec qui tu devrais être frustré pour vrai en ce moment, c'est toi, parce que c'est toi qui as pris cette décision-là. Il n'y a personne qui t'a comme tordu un bras. Toi, tu as fait oui, je vais y aller. Puis après ça, tu regardes ton horaire, puis tu fais oh, ben, ça rentrait pas tant dans mon horaire, mais voilà, prends le temps avant de donner une réponse, de savoir, est-ce que ça te tente? Tu sais, tu as le droit de dire non. Ça se peut que des fois, et deux, est-ce que tu as le temps? Si tu n'as pas le temps, puis tu vas aller t'épuiser à déménager la 4e personne pendant la semaine, il est peut-être temps que tu prennes un petit répit. Là. Donc, apprendre à dire non, c'est un processus essentiel, nécessaire et prioritaire si on veut à un moment donné se guérir du fait de tomber dans le panneau de dire oui à tout le monde, mais finalement être en permanence en train de se dire non à nous. Oui. Voilà.
Je lisais récemment que quand, par exemple, on fait un 5 minutes de colère, de frustration et de colère intense, quand on est fâché, c'est une émotion que notre cerveau, il sécrète du cortisol. Ouais. Et ça, c'est quand il y en a trop, c'est pas bon pour le corps. Et 5 minutes de colère, ça peut prendre jusqu'à 5 heures à notre corps à évacuer ça. Alors, énorme. imagine, c'est C'est énorme. énorme. On se sent mal pendant 5 heures de temps. Là. Donc, c'est à éviter. Oui, exactement. Puis c'est ce qui fait que souvent, les clients vont venir me voir et vont me dire, je ne sais pas pourquoi je me sens de même, Karine. Je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée de même. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'épuise comme ça, parce que pour vrai, ça ne va pas si mal que ça. Mais en fait, ils n'ont pas nécessairement compris que leur corps, c'est une pharmacie. C'est clairement ça. Les émotions que tu vas vivre avec puissance et avec intensité vont justement, par exemple, déclencher une énorme réaction de cortisol dans ton corps puis qui va faire en sorte que ton corps va travailler pendant 5 heures de temps à essayer d'éliminer ça dans ton corps. Puis pendant ce temps-là, les gens disent « Je comprends pas pourquoi je suis fatiguée de même, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. » Ben en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, ça travaille bien, bien fort en ce moment pour essayer de ramener l'équilibre. On le réalise pas, c'est ça. Non, c'est ça. Mais je pense que c'est important justement de se tenir informé ou d'aller chercher justement l'information. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Il y a des gens qui connaissent comment ça fonctionne puis qui peuvent nous l'expliquer. Et une fois qu'on le sait, crois-moi, on n'a pas envie de se mettre dans un état de colère pour le plaisir. Non, on se dit, ah! C'est ça, une fois qu'on le sait, on évite. Oui, éviter. Oui, c'est ça. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe, puis je vais essayer de gérer ça peut-être justement avec plus de calme ou de dire, OK, on va prendre un pas de recul, on va se parler doucement, on va essayer de faire la lumière là-dessus plutôt que de vraiment prendre panique puis de se fâcher puis que ce soit énorme et qu'après, notre corps passe des heures à travailler comme un fou à dire, OK, il faut que j'élimine, il y a beaucoup trop de... Il y a trop de stock, là. Il y a un surplus, là. C'est ça. Là, je suis plein, là. Oui, c'est ça. Dans ton livre, Karine, dans le fond, c'est 21 clés que tu offres aux gens pour se libérer ou peut-être même prévenir le burn-out. Je ne sais pas si tu peux, pas toutes les dire, mais en dire quelques-unes, pour donner le goût justement aux gens qui se sentiraient en besoin d'aller chercher le reste là, des informations que toi t'offres aux gens dans ton livre. En fait, il y en a beaucoup, entre autres, le fait d'établir ses priorités. De connaître ses valeurs prioritaires parce que souvent, quand je pose cette question-là aux gens, ils ne sont même pas capables de me dire actuellement qu'est-ce qui est prioritaire dans leur vie et quelles sont leurs valeurs essentielles. Donc, je me dis, si on ne sait pas ça, comment on peut répondre à quelqu'un qui nous demande est-ce que tu peux être là ou est-ce que tu peux faire ça pour moi ou est-ce que tu peux participer à tel truc? Bien, clairement que les gens vont toujours dire oui parce qu'ils ne connaissent pas leurs priorités et ils ne connaissent pas leurs valeurs essentielles. Et c'est ce qui fait que là, ils se retrouvent dans des situations parfois où ils vont dire ça ne me ressemblait pas du tout, je ne sais pas qu'est-ce que je suis allée faire là, j'ai aucune idée pourquoi que j'ai accepté ça, mais c'est parce que justement, ils ne connaissent pas la base. Quand on connaît nos valeurs essentielles puis nos priorités, ça donne une direction à notre vie. Ça donne un sens à notre vie. Moi, parfois, il y a des gens qui vont me proposer des trucs et je vais tout de suite d'emblée être capable de dire vois-tu, non. Parce que je sais tout de suite que je ne colle pas nécessairement aux valeurs, avec ça, à la mission ou peu importe, et que mes priorités, par exemple, je ne sais pas, le week-end, ben moi, pour ma part, puis c'est pas une cachette, c'est vraiment comme ma vie personnelle, mon petit cocon, la famille, tout ça, pour moi, c'est hyper précieux, ces connexions-là. Et je sais que c'est la base, en fait, de mon équilibre. Donc, c'est sûr que si quelqu'un me propose à tous les week-ends des mandats professionnels puis de ne pas être à la maison, mais je suis tout de suite en mesure de dire, ben écoute, non. C'est ça, ça respecte pas. C'est ça, parce que je protège mon temps, parce que je protège mon énergie. Je parle aussi beaucoup dans le livre du fait de fermer des chapitres. Il y a beaucoup de gens qui entretiennent des chapitres qui ne sont pas tout à fait fermés, des relations qui ne sont pas tout à fait terminées, des rancunes qui n'ont pas été nécessairement réglées ou pardonnées. Et tout ça, ça gruge énormément d'énergie. C'est constamment là. On l'a constamment en tête, même si les gens disent « Mais non, ça date d'il y a 15 ans, je m'en fous pas mal. » Ben, juste le fait d'entendre « je m'en fous pas mal » me signifie que tu t'en fous pas du tout. Et me montre qu'il y a quand même un petit tiroir dans ta tête que je pourrais facilement réouvrir et dire « Ah, c'est encore là. » Donc, ça te prend de ton temps, ça te prend de ton énergie, tu te sens pas bien de traîner ça. C'est un peu comme de traîner des briques avec nous. Ça nous ralentit, ça nous facilite pas le travail. Donc, je parle de fermer des chapitres. Et je t'entendais parler des enfants tout à l'heure. Tellement s'inspirer
d'eux, en fait, les enfants. Tellement d'être capable de laisser notre ego de côté puis de comprendre qu'ils ont tellement à nous apprendre. C'est vraiment impressionnant. Je sais que c'est contre-intuitif parce que les gens me disent, ben Karine, c'est moi le parent. C'est moi qui enseigne à mes enfants. Oui, tu y enseignes plein de choses, comme des trucs qu'il ne va pas savoir, comme la politesse dans tel environnement ou des trucs comme ça, parce que, bon, toi, tu es habitué. Ouais. Mais l'enfant, lui, va t'enseigner la bonté, va t'enseigner le pardon, va t'enseigner plein de trucs qui, quand on devient adulte, on se coupe un peu de ces trucs-là, comme la spontanéité, l'authenticité, tout ça. Écoute, colle-toi à un enfant, tu vas être spontané, authentique, vrai. Voilà. Mais je pense que c'est quand même, c'est pas volontaire. Hein? Je pense qu'en vieillissant, les adultes, c'est pas volontaire de laisser tomber la spontanéité, comme tu dis, de laisser tomber les choses qu'on vit ou notre façon de voir quand on est un enfant. C'est que, tu sais, on se laisse tellement embourber dans les responsabilités, le travail, que le fait de devenir parent aussi, que c'est ça, on dirait qu'on oublie qu'il y a d'autres choses. Ouais, puis c'est pas facile de se ramener à ça. C'est tout un travail sur soi, là, de se ramener à ça, là, à revenir à l'essentiel. Là. Il y a ce facteur-là. Et il y a aussi le fait que les adultes vont beaucoup plus se protéger. Tu sais, les adultes, en grandissant, ont vécu des choses, ont vécu des blessures, ont vécu des échecs, ont vécu toutes sortes de choses dans leur vie. Donc, veut pas, vont installer des petits mécanismes de défense ici et là, que parfois, ben, ils font faire moins confiance ou ils vont se méfier. Tandis que chez l'enfant, mais c'est souvent pas comme ça. Il y a une petite vie neuve, plein d'amour, puis plein de petits rayons de soleil. Donc, lui, il a envie de faire confiance, il a envie de trouver les gens beaux, il a envie de... Donc, je dis aussi, clairement, oui, on ferme des chapitres, on s'inspire des enfants. Je dis qu'on se laisse aussi beaucoup de liberté, de se donner le droit de vivre du bonheur, de se donner le droit de l'afficher aussi, notre bonheur, parce qu'il y en a qui se sentent bien mal de dire quand ils sont heureux, parce qu'ils se disent, mon Dieu, je vais me faire lancer des roches. Ouais. Je sais pas, des fois, on dirait qu'on a comme une petite crainte de dire qu'on est heureux, que ça dure pas longtemps, tu sais, ou qu'il y a quelque chose qui arrive après qui fait que, voyons, pourquoi j'ai dit ça, là, parce que là, je suis plus heureux. Je dérape, là. C'est ça. Ouais. Donc, tu sais, je parle beaucoup dans le livre aussi de cet aspect-là et justement du fait d'apprendre à dire non, du fait de prendre le temps. Tu sais, quand quelqu'un nous pose une question, on n'est pas obligé de tout de suite se dépêcher de lui dire un oui ou un non. Tu sais, c'est possible de dire à la personne, écoute, laisse-moi regarder ça, laisse-moi y penser, puis je te reviens, bon, on peut y donner un petit délai, je te reviens demain ou je te reviens d'ici 2 jours avec une réponse éclairée. Souvent, il y a l'empressement qui est là, puis qu'on se dit, mon Dieu, il est en avant de moi. C'est un peu gênant, c'est un peu perturbant. OK, oui, mais on n'a rien regardé, en fait. Comment on peut se respecter si on n'a pas regardé notre horaire, si on n'a pas pris le temps de vérifier? Donc ça, j'en parle aussi du processus, justement, pour apprendre à dire non, du processus aussi pour apprendre à dire aux gens, ben écoute, je comprends ton besoin, puis je comprends que tu as envie que je sois là, mais laisse-moi le temps de vérifier mes affaires pour pas que je te dise justement, oui, je vais être là, puis qu'à la dernière minute, tu sais, j'ai pas envie d'être là ou que je te fasse faux bon parce que je réalise que ça rentre pas tant dans mon emploi du temps. Donc, il y a un beau processus, je pense, en arrière de tout ça. Plutôt que de se dire que c'est difficile, moi, j'aime bien dire que c'est possible, mais il faut avoir les bons outils puis le bon mode d'emploi, en fait, pour y arriver. Ben, en tout cas, ton livre, c'est sûr que c'est un bon départ pour aider les personnes, hein, puis de l'utiliser avant qu'il soit trop tard, avant de rentrer dans le mur dont on parlait tout à l'heure. Hein, c'est aussitôt qu'on commence à avoir un ressenti que c'est là qu'il faut agir tout de suite maintenant. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ça peut aller pire que ça. Tu sais, dans le sens, je me dis, OK, merci la vie. J'ai fait un burn-out, puis à un moment donné, j'ai réalisé que je frappais le mur, mais la réalité, c'est que si on n'est pas à l'écoute, ça peut aussi devenir une dépression majeure. Une dépression majeure, on le sait, ça peut parfois finir avec des idées noires ou peut-être même, nommons-le, une tentative de suicide ou carrément un suicide. Il y en a qui passent à l'acte. Oui, il y a des gens qui pensent à l'acte, donc je me dis, je pense que c'est important de se dire, on prend tellement soin comme... Les gens ne sont pas gênés de dire, ben, je vais aller à l'hôpital parce que je me suis cassé un bras et que j'ai absolument besoin d'un plâtre. Et je me dis, comment ça se fait que quand on traverse une période comme ça, on est encore à se dire puis à hésiter que
je vais aller chercher de l'aide parce que le livre commence pour ça. Il y a seulement 30% des gens qui vont chercher de l'aide. C'est quand même 70% qui le font pas, là. C'est fou. Je me dis, tu sais, quelqu'un se casse un bras ou une jambe, il y a 100% des gens qui vont aller consulter pour avoir un plâtre puis savoir la suite des choses. Quelqu'un se sent mal intérieurement puis pourrait avoir éventuellement des idées noires ou quoi que ce soit. Il y a seulement 30% qui vont aller se faire outiller, qui vont aller chercher de l'aide. C'est encore bien peu. Bien peu. Souvent, le 30%, ils sont rendus près du mur quand ils y vont. Hein? Oui, c'est ça. Ils ne voient pas d'autres alternatives. Là. Ils ont compris que là, le réseau ne peut plus les aider. Que les parents, les proches, les amis disent, mais là, mon Dieu, moi, je veux bien, mais je me sens plus outillée pour aller plus loin avec toi. Pour absolument. Et souvent, c'est le réseau là, qui va comme pousser à porter les gens à dire, ben, je vais aller consulter avec toi, ou je vais t'y amener, ou je te laisse pas tomber comme ça, on va aller chercher de l'aide. C'est pas nécessairement les gens qui font comme, bon, ben, ce matin, je vais aller. Non. C'est souvent avec des complices de l'entourage que les gens se rendent à un professionnel. Oui, c'est vrai que l'entourage est. Mais là, moi, le point que je veux apporter dans cette entrevue-là, c'est que justement, de porter attention à son ressenti intérieur. Puis dès qu'on commence à sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'on ne se sent plus à notre place, qu'on ne se sent plus aligné avec nos valeurs, comme tu disais tantôt, dès qu'on commence à se dire pourquoi je m'en vais là? Ben, c'est tout de suite là qu'il faut commencer à s'asseoir avec nous-mêmes puis à analyser la situation et à se dire, OK, là, c'est pas normal que je ressente ça. Il faut que je me questionne là-dessus. Il faut que je passe à l'acte, que j'aille demander de l'aide, que je regarde qu'est-ce que je peux faire d'autre parce que clairement, je commence à être plus bien là-dedans. C'est tout de suite qu'il faut attendre. Être honnête avec soi-même, tu sais. Énorme. Être honnête avec soi-même, tu sais, de ne pas avoir honte. Je veux vraiment le ramener à de ne pas avoir honte. Jamais personne ne va avoir honte assis dans une salle d'attente à attendre pour se faire un plâtre. Mais c'est exactement la même chose qui devrait se produire quand tu dis, ben là, j'ai trop malmené ma machine, puis intérieurement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça ne fonctionne plus. Là, je suis épuisée. J'ai plus de ressources intérieures pour continuer à avancer. Il faut que ce soit pris au sérieux, puis il faut que les gens réalisent que ce n'est pas une honte, qu'on n'a pas une étiquette collée au visage et de comprendre que c'est faux, que c'est des mythes de penser que ces gens-là sont paresseux ou que ce que j'ai souvent entendu aussi, il avait besoin d'une petite vacance. Il voulait se payer une petite vacance. Il voulait se payer une petite vacance. Oui, bien, crois-moi que si je me payais des vacances, ce serait pas mal plus à Bora Bora qu'en burn-out. Ça serait plus réjouissant. Oui, ça serait un peu plus glamour que ça, tu sais. Non, ce n'est pas une vacance. Seigneur, là là. Karine, j'aimerais ça. Je suis allée voir ton site Internet, puis dans le fond, ça s'appelle Inspiration au bonheur. Puis, j'ai sorti une phrase que j'ai bien aimée. Donc, ce site web est conçu pour offrir des ressources aux personnes qui ont à jongler avec le quotidien, les défis et le rythme fou de la vie, dont on parlait tantôt, métro, boulot, dodo, et qui sont soucieuses de maintenir leur niveau de bonheur, d'énergie et leur équilibre. Donc, qu'est-ce que les gens peuvent trouver d'autre sur ton site Internet, qui peut leur apporter quelque chose, pas juste par rapport au burn-out, parce que toi, tu as un éventail d'arc à ton... plutôt de flèches à ton arc. Oui, ben en fait, ma mission, c'est le bonheur depuis toujours. Tu sais, je pense que avant même que je commence à travailler dans ce domaine-là, même quand j'étais tout petite, c'était ma signature, c'était ma marque de commerce dans le sens où j'aime beaucoup de voir l'être humain à son plein potentiel. J'aime beaucoup de faire ressortir les forces de chacun. Donc, moi, éventuellement, je voudrais inspirer des millions de personnes à être heureux dans leur vie. Et être heureux, ça passe aussi par le fait d'être capable de s'assumer, d'être authentique, de prendre soin de toi. Donc, tu sais, oui, il y a le livre sur le bonheur, mais tu sais, j'ai sur le burn-out, mais j'ai aussi un livre sur le bonheur. J'ai aussi un livre, justement, comment être bien en famille, parce que ça aussi, ça fait partie de, en dehors d'être bien avec nous, il y a aussi le fait qu'éventuellement, on n'est plus tout seul dans la vie et que là, il faut maintenir quand même un équilibre et dans le respect des besoins de chacun. Donc, ça aussi, c'est une de mes expertises. Donc, évidemment, ça se traduit en conférences, en ateliers, en semaine de ressourcement pendant laquelle les gens y partent avec moi puis que pendant une semaine, justement, on enseigne comment prendre soin de vous autres et on instaure justement une routine qui, une fois à la maison, les gens peuvent continuer d'avoir et d'appliquer
Voilà. Parce que souvent, les gens se disent « Ah, 1 heure en conférence, c'est le fun! » Sauf qu'aussitôt que je reviens à la maison, j'ai le hamster à spin, puis je suis déjà en train de plier 3 brassées de lavage en même temps de... Puis ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens de dire « J'ai entendu quelque chose », puis après, je suis tout de suite à revenir dans mon ancien pattern de ma maison doit briller, doit être exceptionnelle. Donc, moi, j'apprends aux gens à vraiment plus se recentrer sur eux, sur l'essentiel, plutôt que les petites banalités du quotidien. Tu sais, ton plancher, il peut être un peu plus sale, mais que tu conserves une meilleure santé mentale. Donc, c'est vraiment d'expliquer aux gens, parce que c'est pas nécessairement ce qui nous a été enseigné non plus. Tu sais, l'image de la femme qui tient maison de façon impeccable et dont le mari est très impressionné parce que, bon, c'est une femme à marier, on le sait, on entend souvent ça. Oui, mais elles ne travaillaient pas, ces femmes-là. Oui, c'est ça! Elles ne travaillaient pas à l'extérieur, ces femmes-là. Maintenant, merci de le préciser. On ne vit pas comme ça aujourd'hui. Je veux dire, tu sais, oui, il y en a des femmes au foyer. Je suis certaine que leur plancher est impeccable. Hein? Mais tu sais, quand on travaille à temps plein en dehors de la maison, à un moment donné, il faut mettre des breaks à quelque part ou il faut aller chercher des aides autour qui vont nous aider à... Tu sais, si c'est vraiment super nécessaire pour toi que ton plancher soit propre, ben prends une femme de ménage, tu sais, pour diminuer un peu la pression. Puis justement, le temps qui reste, te donner du temps pour toi puis passer du temps avec ceux qui t'aiment, là, tu sais, donc... puis ce que tu leur offres, dans le fond, aux gens, c'est quelque chose qui va pouvoir se transférer dans leur vie après facilement, tu sais. Oui, puis tu sais, ça peut même être en milieu de travail, tu sais, je veux dire, j'ai aussi des entrepreneurs, justement, qui veulent propulser leurs résultats en affaires. Sauf ce qui est intéressant, c'est que mon approche, mais c'est de le faire, mais sans y laisser sa santé mentale. Tu sais, moi, j'ai envie, tu sais, tu peux réussir dans la vie, puis tu peux avoir des énormes succès, mais la réalité, c'est que si tu y laisses ta santé, puis si tu y laisses ta santé mentale, j'ai pas l'impression que c'est un succès tant que ça, tu comprends? Donc, moi, mon approche, c'est vraiment comme de le faire, mais tout en se faisant une place là-dedans, tout en conservant l'équilibre, parce que pour vrai, c'est ce qui va faire que les gens vont durer sur du long terme. Ben oui. Moi, je dis aux gens, est-ce que tu vas avoir du succès 1 an, 2 ans ou pendant longtemps? Parce qu'il y a une différence entre je vais être famous 6 mois ou je vais avoir du succès à long terme, puis les gens vont faire « Oh, wow! Il le fait bien ou elle le fait bien, puis d'une façon comme qui est vraiment acceptable. » Et c'est là, moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à des grands hommes ou à des grandes femmes parce qu'ils vont enseigner, ils vont aussi le faire dans leur vie et que j'ai l'impression qu'il y a une cohérence. Oui, c'est ça, c'est ça. Sinon, ça vaut pas tant. C'est comme la moindre des choses, là. Il faut avoir une cohérence, là. Ben, je pense que c'est important. Puis c'est drôle, on en parlait justement ce week-end, on a eu un événement, puis souvent les soirs, bon, ben, tu sais, ça peut se finir vraiment tard avec des soupers, puis des soirées, puis tout ça, mais la réalité, c'est que moi, le lendemain matin, à 8 heures, je suis sur scène et j'enseigne et je me dois d'être au meilleur de ma forme. Donc, souvent, c'était de dire aux gens, tu sais quoi, j'ai passé une merveilleuse journée avec vous, le 5 à 7, ça a été top, tout ça. Tu comprends que pour préserver mon énergie, pour faire en sorte que demain, je sois au top de mes capacités avec vous autres, là, je vais choisir de me retirer à ma chambre puis de pouvoir aller me coucher un peu plus tôt puis de récupérer parce que ça fait des journées. Et les gens sont très respectueux de ça. Ils sont très admiratifs de ça. Ils me disent, j'aimerais ça être capable d'aussi bien me connaître et d'être capable de l'appliquer moi aussi. Oui, c'est ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un travail à faire sur soi, d'apprendre à se connaître puis à se respecter. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais c'est ça, après, ben, au lieu de dire merci la vie, on va pouvoir dire merci Karine, merci Geneviève, merci à notre prénom, à nous, parce que dans le fond, c'est nous qui faisons l'action. On est maître. On est vraiment maître. On a le pouvoir entre les mains. Et ce que les gens ne voient pas toujours venir, c'est qu'il va aussi découler une très, très grande fierté de ça. Pour vrai, moi, je suis très fière maintenant quand je me dis « Ah, ben là, tu sais, je suis déjà rendue à ma chambre, je vais faire ma petite routine, je vais pouvoir me reposer. » Je suis très fière d'être en mesure maintenant de poser des balises, de poser certaines limites, d'être capable de dire « Oh, wow! » Je dis aux gens « Je vous aime beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir. » Puis ils peuvent le ressentir, là, puis ils savent que c'est vrai. Mais tu sais quoi, si demain, je vais être capable de t'en offrir autant, puis si tu veux m'avoir en forme, bien là, je vais aller prendre ce petit moment-là pour moi, puis tu vas voir que demain, on va juste comme continuer. Et les gens, ça leur donne envie, en fait, d'en faire du pareil, puis de dire,
et je pourrais faire ça moi aussi. J'en ai vu à partir justement de la 3e journée des gens qui ont fait hey, mais là, tu sais quoi, on est à la 3e journée aujourd'hui, on sait qu'on a 4 jours, mais je vais faire comme tu as fait hier. Ce soir, je vais comme me retirer un peu puis je vais aller prendre soin de moi. J'étais comme wow, il suffit de le faire une fois pour que les gens aussi se donnent la permission de dire ah, je vais le faire aussi. Tu sais, Karine, elle l'a fait. Je peux le faire. J'ai le droit. C'est ça. C'est pas si pire, finalement. Il y en a d'autres qui le font, moi aussi, je peux le faire. C'est ça. Donc, ça montre aux autres à quelque part, puis moi, je le dis tout le temps, avec des mots, on peut inspirer les gens, mais je pense qu'avec des actions, c'est comme puissance 1000. Que les gens te voient le faire et que constatent que tu te permets d'eux, mais ils ont envie beaucoup plus de te suivre que si tu leur dis « Envoie, fais-le! Vas-y! Vas-y, fais-le! » Souvent, ils se sentent comme un peu sans mettre de pression, mais en se donnant en exemple, on enligne les gens. Hein, être soi-même aussi, ça rayonne, puis les gens s'en rendent compte. Ils se disent ah, wow, c'est beau comment elle est, c'est beau comment elle agit, c'est beau que, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait. Moi aussi, j'aimerais ça être comme ça, puis pouf, ils sont partis, puis c'est ça. Hey, Karine, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris tout ce temps-là pour à travers de ton horaire. Je sais que tu as un horaire super chargé, mais c'est vraiment super gentil d'avoir pris ce temps-là avec nous, ceux qui vont écouter. Puis peut-être que je te réinterviewerai peut-être plus tard sur un autre sujet ou un autre.